ligne occulte sur la Terre. Les hommes reproduisent le ciel sur la Terre depuis la nuit des temps. Le réseau Hartmann. Bien que les divers travaux et recherches des anciens aient été quelque peu oubliés, du moins en Occident, c'est à l'université d'Heidelberg, en 1935, que le docteur Hartmann émit l'hypothèse qu'un réseau électromagnétique couvre l'ensemble de la surface terrestre. Il n'était pas le premier, loin s'en faut, à effectuer des recherches dans ce domaine, puisqu'autant en Grande-Bretagne avec Haviland, en France avec Perrier-Chrétien, des constatations analogues avaient déjà été effectuées. À cause de cette forte activité tellurique parfois fortement perturbatrice, ces zones ont été nommées nœuds radiants. Les variations du réseau Hartmann permettent donc d'une part de détecter de telles anomalies de terrain, et d'autre part de mettre en évidence des points précis à éviter lors de la construction ou de l'aménagement d'un habitat. Si le lit se trouve à l'aplomb d'un tel nœud, non seulement le sommeil risque d'en être perturbé, mais à la longue des troubles psychiques et physiques peuvent se déclarer. Une simple faille ou un cours d'eau souterrain peut, à la suite de la déformation du réseau, provoquer une concentration de ces nœuds radiants sur un espace limité. Dans ce cas, il peut s'agir de ce que l'on nomme communément une maison à problème, une maison à suicide, une maison à cancer. Cela est une théorie car si l'homme dessine depuis toujours les étoiles sur la Terre, il n'y a pas de preuve d'un réseau contenant de l'énergie. Alignement solaire. Plus d'un site archéologique antique présente des preuves irréfutables d'un alignement avec des phénomènes tels les levers de soleil au solstice et équinoxe, les couchers de lune au maxima et minima de déclinaison née, parfois, avec les étoiles ou les planètes. L'archéoastronomie est l'étude scientifique de ces alignements. Il fallait tout d'abord placer un repère au centre du monument. Ensuite, pour trouver le nord géographique, on notait les points de lever et de coucher d'une étoile, puis on cherchait le point médian. Les points de lever et de coucher du soleil au solstice, ainsi que les maxima et minima de déclinaison de la lune étaient, pense-t-on, localisés par une série de repérages au moyen de pieux, des points de lever et de coucher à l'horizon sur une période donnée. On dressait alors des marqueurs permanents pour indiquer certains points d'intersection. Avec le temps, la science du ciel dut permettre de bâtir un monument sans attendre les 18,6 ans d'un cycle lunaire complet. Gis centre du monde. Pour les Égyptiens, tout était, donc, planifié par les étoiles selon les époques astronomiques. Le point vernal ou 0 degré Bélier équinoxe du printemps, est ainsi appelé parce que ce mot vient du latin vernal qui signe printemps. Ce point vernal se déplace, dans le sens des aiguilles d'une montre, à raison d'1 degré tous les 71,7 ans. Si on multiplie ce nombre d'années par 30, on obtient 2151 ans, une époque. En partant du point 0 le Bélier qui est à gauche dans le zodiaque, cela donne Bélier 2151 ans plus Taureau 2151 ans plus Gémeaux 2151 ans plus Cancer 2151 ans égale à 8604 ans. Puis si l'on ajoute la moitié d'une époque 1075 années à 8604 égale à 9679 environ quand le point vernal venait de dépasser le milieu du signe précédent, le signe du Lion, d'où la présence du SPH à Gise. Chronologiquement, la destruction de l'Atlantide correspond au dernier déplacement de l'axe polaire vers 9800 avant JC. En 1859, l'anglais John Taylor divisa le demi-périmètre de la pyramide par la hauteur et trouva le nombre pi. La plus grande surface visible des quatre faces, divisée par la plus grande surface, carré invisible, de la base donne phi, le fameux nombre d'or. La coudée rouge est le nombre pi. Le choix de la coudée royale est uniquement une mesure pour ses propriétés mathématiques. La coudée royale égale 0,5236, elle égale la division par 6 du périmètre d'un cercle d'1 mètre de diamètre, donc 3,1416, pi, divisé par 6. Les 5 sourcils accent grave me, qui restent sont le nombre d'or au carré. Donc 3,1416 moins 2618 égale 0,5236, et pi moins phi au carré égale à la coudée royale. Le fait que le mètre a été réintroduit plus tard, ne veut pas dire qu'il ne fut pas utilisé avant. Énormément de sites archéologiques sont alignés sur un cercle de la taille d'un équateur incliné de 30 degrés par rapport à notre équateur actuel, comme le démontre Jacques Grimaud dans la Révélation des pyramides. Cette courbe qui part de l'île de Pâques jusqu'à Gise, fait partie d'une ligne de 40 000 km de long, soit un cercle aussi grand que l'équateur terrestre, mais aligné à 30 degrés de celui-ci, cercle d'une centaine de kilomètres de largeur, et englobe de nombreux sites sacrés. Puis les civilisations continuent cette œuvre avec des cercles pour marquer la précession des équinoxes. L'île de Pâques, les chandeliers de Paracas, les pistes Nazca, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cusco, Sacsayhuaman, puis toujours au Pérou par le site des pyramides de Paratori, en Afrique il englobe les sites des énigmatiques d'Ogonde du Mali, le site de Tassili Nagé en Algérie avec son grand dieu martien peint, en Égypte par l'oasis de Siwa, et son temple de Zeamon puis ensuite par les pyramides de Gizeh.
La ligne va continuer par Petra en Jordanie, par Uer en Irak, Persépolis en Iran, Mohenjo-Daro au Pakistan par avec son écriture apparentée à celle de l'île de Pâques et eux curieux squelettes radioactifs, puis sur des sites qui ont toujours été considérés comme la demeure des dieux, Khajuraho en Inde, PYKY en Birmanie, Sukhothai en Thaïlande, Angkor Wat et Preaviar au Cambodge, ainsi que d'autres sites antiques oubliés pour aboutir à l'île de Pâques. Ce cercle a pour pôle nord un point précis, quand on le calcule, et si l'on trace des lignes entre Gize et Nazca avec lui on obtient un triangle aux proportions exactes de la pyramide. La distance entre Nazca et Gize est la même qu'entre Teotihuacan et Gize. Même chose entre Angkor Wat et Nazca et Mdanjdar, et l'île de Pâques, ces 4 sites étant situés sur le cercle. La distance entre l'île de Pâques et Gize vaut 10 000 fois le nombre d'or sur le même cercle. La distance d'Angkor Wat et Gize multipliée par le nombre d'or est égale à la distance de Gize à Nazca, et la distance Gize-Nazca multipliée par le nombre d'or est égale à la distance Nazca à Angkor. Les lignes de lait. Des représentations de la carte du ciel sur la Terre. Il existe un treillis de lignes entrelacées, qui se révèlent par leurs traces physiques sur la Terre, différents du système de méridiens et de parallèles, mais par certains aspects, ils présentent quelques rapports avec lui. Cela est redécouvert à partir de la fin du XIXe siècle. Au XIXe siècle, à peu près en même temps, plusieurs personnes en Europe sont intriguées par la disposition de certains lieux antiques, ou lieux de culte qui commençaient à susciter de l'intérêt, et font quelques investigations rudimentaires avec leurs propres moyens. Ainsi, en Angleterre, William Black s'intéressait au réseau subsistant des anciennes routes romaines. De fil en aiguille, il se rend compte qu'il existait un filet de lignes droites, qui couvrait la Grande-Bretagne et au-delà. Des lignes radiales et polygonales, reliaient des points et édifices précis du paysage, dont certains constituaient des bornes de comté. En 1870, il fait une conférence à la British Archaeological Association où il expose sa théorie. Il énonce qu'entre les monuments, existe un marquage fait de lignes géométriques, qui couvre l'ensemble de l'Europe occidentale. En 1882, G.H. Piper fait une causerie où il énonce que si on trace une ligne depuis la montagne Skirjefawr vers la pierre d'Arthur au nord, elle passe par Atralie, et les châteaux d'Oldcastle, Lontoncastle, Uricey et Snoddy. La ligne de lait à Saintbury en Angleterre emprunte un ancien chemin, passe par une croix médiévale, une église saxonne, et un tumulus. Dans notre culture occidentale contemporaine, le concept d'alignement de site est généralement attribué à l'anglais Alfred Watkin dans les années 1920, bien qu'à la même époque d'autres aient eu la même idée, tel l'astronome anglais Norman Lockyer. En 1921, en se promenant à cheval dans les collines de Blackwarden situées dans les Herefordshire, Watkin remarque que de nombreux sentiers semblent relier une colline à une autre en ligne droite. En examinant ensuite une carte, il a l'intuition soudaine de l'alignement de sites préhistoriques. Recherchant des preuves visuelles de cette théorie, il découvre que des sites tels que des pierres levées, menhirs, des collines rondes artificielles ou tumulus, qu'on prétend être d'anciennes structures funéraires, sont situés en ligne droite sur des kilomètres à travers la campagne. Il prend de nombreuses photographies sur le terrain, et constitue un club de recherche, l'Estreek Track Club. Watkin produit conférences, articles et livres, Dolstreek Track, 1925. Watkin remarque que ces lignes traversent des lieux dont les noms comportent le suffixe lay, ou lay, li, leg, léa, ly. Cet ancien mot anglo-saxon signifie espace dégagé, tel que clairière, prairie ou couloir de dégagement. C'est pourquoi il les nomme lignes de lait. Plus tard, il abandonne cette terminologie pour le terme piste ancienne rectiligne, Allstreek Track. Mais le terme lait a été repris tel quel par d'autres et a subsisté dans l'usage. Les jalons des lignes de lait. Quand il détecte une ligne de lait, Watkin et ses collaborateurs la remarquent par des éléments du paysage physiquement repérables. Puis en l'examinant plus attentivement sur le terrain, il trouve d'autres éléments moins visibles, parfois enterrés. Les jalons de ces lignes sont des éléments soit naturels, soit construits de main d'homme, liés à l'eau, mare, source, puits, tumulus, dolmen, menhir, cromlech, cercle de pierre, cercle et ouvrage de terre, château, église, colline de forme particulière. Pour Watkin, il semblait logique que ces lignes étaient les traces d'anciennes voies de transport existant avant l'occupation romaine. Les sites seraient alors des points de repérage pour les voyageurs, des points de mire et de halte à travers le paysage, de colline en colline. Sans plus d'éléments, il lui était difficile d'imaginer leur véritable fonction. Par la suite, ces lieux auraient été utilisés pour y construire des temples et constructions sacrées. On sait effectivement que les chrétiens ont construit leurs églises, les grandes cathédrales et autres sites sacrés à l'emplacement de cultes anciens préexistants. Les lignes de lait existaient indéniablement au temps préhistorique. La ligne Saint-Michel.
Après une période de vague oubli de l'existence des lignes de lait, John Michell leur apporte une contribution majeure dans son livre De Viae Atlanti, 1969. Il y fait connaître les observations de Watkin, les resitue dans un contexte plus large, qui fait appel aux connaissances anciennes. Il met en évidence une ligne qui traverse tout le sud de l'Angleterre sur 600 km. Elle démarre à la pointe sud-ouest, en Cornouailles, au Michael Moon, une île de forme pyramidale située dans Moon Bay. L'axe traverse des sites célèbres, comme Glastonbury et Avebury, et passe par de nombreux bâtiments religieux dédiés à Saint-Michel. C'est pourquoi elle est nommée la ligne Saint-Michel. Bien entendu, ce n'est là qu'un nom relativement récent, car elle existait bien avant la christianisation, et son nom n'était ligne Atlas. La ligne Saint-Michel est orientée sur le rayon du soleil levant du 8 mai, qui est justement la date de la fête printanière de Saint-Michel. Saint-Michael Moon en Cornouailles, le site d'Avebury. Pour les Irlandais, Apollon et le Macoque, fils jeune, ou bien l'Oangu, le choix unique, le nordique Ingui, chez les Gallo-Romains il est le dieu du soleil, dont toutes les fêtes ont lieu l'été. Le christianisme reprit à son compte cette symbolique apollinienne. Celle du Christ n'ayant probablement pas suffi à gagner les fidèles du culte solaire, en particulier ceux d'Apollon Beleno, elle imagina un antidote plus puissant. C'est ainsi qu'au 5e siècle apparut le culte de Saint-Michel. L'Église avait injecté dans l'archange d'origine hébraïque Meshkal. Ainsi, le triomphe de Saint-Michel sur le dragon est la réplique de celui d'Apollon sur Python, ou de Siegfried sur le dragon du R.A.G.N.A.R.K. L'axe Apollon. Dans les années 1950, le Français Jean Richer installé en Grèce fait des investigations à propos des temples grecs, qu'il publie dans son livre Géographie sacrée du monde grec. Il remarque que les temples et les oracles sont souvent situés à des emplacements difficilement accessibles, ce qui n'était pas compatible avec l'objectif d'une fréquentation populaire. Il se demande donc quelle en est la raison. Il presse que ces centres étaient reliés, mais il ne sait pas pourquoi. C'est en rêve qu'il obtient la réponse. Une statue d'Apollon lui montre la connexion entre les sanctuaires qui le représentaient à Delphes et à Athènes. À Delphes se trouve l'ancien oracle de la Terre-Mère, et Athènes abrite le temple de l'Acropole dédié à Athéna. Une fois réveillé, il prend une carte, trace la ligne Delphes-Athènes, et constate qu'elle se prolonge sur l'île de Délos, le lieu de naissance d'Apollon, et au temple d'Apollon de Camiro sur l'île de Rhodes. La ligne traverse d'autres sites sacrés dédiés à Artémis tels que le temple d'Agra. Un peu plus tard, Lucien Richer, le frère de Jean, poursuit cette recherche, prolonge la ligne vers le nord-ouest et vers le sud-est où il trouve bien d'autres correspondances. Dans un article daté de 1977 intitulé L'axe Saint-Michel-Apollon, il décrit cet alignement qui s'étend jusqu'à l'extrémité de l'Irlande, à l'île sacrée de Skelly-Michael, traverse de nombreux sites célèbres dédiés à Saint-Michel, comme Saint-Michael Moon déjà nommé à la pointe de la Cornouaille en Angleterre, le mont Saint-Michel en Normandie, la Sacradie Saint-Michel dans les Alpes italiennes et Monte Sant'Angelo dans la péninsule italienne Gargano, sanctuaire ancien dédié à Saint-Michel, le temple d'Artémis à Corfou, Delphes, Délos, et se prolonge jusqu'au mont Carmel en Israël, couvrant ainsi une distance d'environ 4000 km. Là, il se divise en Israël et en Égypte, puis rejoint la Mecque en Arabie Saoudite. Si le nom de Saint-Michel est chrétien, les sites qui lui sont dédiés sont d'origine pré-chrétienne. Ils ont été auparavant dédiés par les druides aux dieux du soleil et aux déesses mères de la terre. Puis ils ont été absorbés par les chrétiens et renommés. Une ligne droite de l'Irlande à Israël traverse des sites consacrés à Saint-Michel et Apollon. Jean Richer découvre aussi, par l'examen de monnaies anciennes, que des lignes marquées par des temples rayonnent de Delphes, Délos et Sardes, et forment la roue d'un zodiaque. Depuis les années 1930, la popularisation du concept d'alignement de sites sacrés a permis d'attirer l'attention sur ce phénomène dans d'autres pays, et beaucoup d'autres ont été repérés. Au Portugal, le double cromlech d'Almandre, dans le complexe d'Evora, est aligné avec deux autres sites anciens sur 50 km, le dolmen d'Antagrande dans le site de Zambugero, le cromlech de Xuaré de forme rectangulaire près de Montsaraz. Arche de la Défense. L'arche utilise donc les mesures de la pyramide du Nord à Dachour en Égypte, connue sous le nom de la pyramide rouge. Elle était la dernière pyramide construite avant la construction de la Grande Pyramide. Les mesures indiquent également 420 coudées, 220 mètres, de long, 20 x multiples de 21, 11. L'un des cercles en pierre en Angleterre est à Rolricht. Son diamètre est de 31,4 mètres, une expression précise de pi fois 10 mètres. Compte tenu de la 6 pi, le diamètre du cercle de Rolricht est aussi de 60 coudées égyptiennes antiques. Le site de Dandra en Égypte a été dédié à Isis. Si pour beaucoup Isis est Sirius, ce n'est absolument pas ce qu'indiquent les Égyptiens sur leur zodiaque. L'année égyptienne commence à la date du lever héliaque de Sirius à la mi-juillet.
Le lever héliaque de Sirius annonçait la crue annuelle du Nil, qui était essentielle pour le bien-être de l'Égypte ancienne. L'axe du temple d'Isiadandra est aligné à 20 degrés au sud, et pour pointer directement vers le point du lever de Sirius à partir de la latitude de Dandra. Si historiquement Isi est associé à l'étoile Sirius, la vache Sobdé des Égyptiens, Osiris à l'étoile beltegeuse d'Orion et Horus à la mystérieuse étoile flamboyante ou au soleil levant, ce n'est pas l'avis de tous. Il s'agit bien de trinites, mais les symboles sont considérés d'une toute autre façon, Horus étant la alors projection de l'étoile du chien. Dans l'invention du triangle d'hiver, c'est l'étoile Sirius que représente la déesse Nétaké, qui devient la mère d'Horus ou Poiou, Procyon le petit chien, mais à l'origine Nétaké, Sirius, est bien la mère nourricière du lion. Il se trouve que l'alignement d'Andra et de l'Arche arrive en Normandie, dont le drapeau représente les lions et dans la ville de Rouen, la ville de l'agneau bélier. Triangle et polygone. De nombreuses lignes sont progressivement découvertes, et en se croisant et s'entrecroisant, elles forment un tissu géométrique. Comme le signalait déjà en 1939 le Major Tillet dans son livre « De géométrique arrangement offensicite », beaucoup de lignes rayonnent à partir d'une intersection commune. Ainsi 8 lignes divergent depuis l'église de Vauburn, Buckinghamshire. Le tissu géométrique est composé de triangles, quadrilatères et autres polygones. Les triangles ont souvent leurs côtés égaux, isocèles ou équilatéraux. Sir Norman Lockyer, 1836-1920, un astronome royal, remarque que Stonehenge, le château de Groveley, Groveley, et Old Sarum, Salisbury, forment un triangle équilatéral de 10 km de côté. Dans d'autres cas ce sont des triangles avec un angle droit, triangle rectangle. Glastonbury, Stonehenge et Avebury forment un triangle rectangle parfait, qui est orienté approximativement vers le nord. Le côté Glastonbury-Avebury est situé sur la ligne Saint-Michel. Le côté Glastonbury-Stonehenge de ce triangle est aussi l'un des côtés d'un décagone, polygone à 10 côtés, mis en évidence par John Michel. Dans certains cas, des sites sont situés sur des cercles concentriques autour d'un centre de rayonnement. Dans d'autres endroits, des laies sont parallèles sur plusieurs kilomètres. Cela pose question sur leur interprétation en tant que piste ancienne. Où mènerait-elle ? Pour Tillet, les alignements étaient présents avant les pistes, et marquaient une division géométrique rectangulaire du terrain. Dans son livre Mégalithique Sitting Britain, 1967, le professeur Alexander Thom observe « Il est remarquable que 1000 ans avant les premiers mathématiciens de la Grèce antique, des gens de ces îles avaient non seulement une connaissance pratique de la géométrie, et étaient capables de mettre en place des dessins géométriques élaborés, mais savaient aussi installer des ellipses basées sur les triangles pythagoriciens. » Alignement de sites sacres. Les membres du Straight Track Club de Watkins étaient très actifs et certains ont recherché l'existence des lignes de lait dans d'autres pays. Par ailleurs, au même moment, dans ces pays mêmes, des investigateurs locaux s'intéressaient également au sujet. Au cours des années suivantes et jusqu'à nos jours, plus on recherche ces lignes, plus on y porte attention, et plus on en découvre partout en Europe. De plus l'évolution technique a apporté des moyens supplémentaires de détection de ces alignements par des photos aériennes, et encore mieux par des photos satellites, qui ont rendu cette tâche beaucoup plus facile. En effet, on s'est rendu compte que certaines lignes visibles d'en haut sont difficilement repérables sur le terrain. Parfois, elles sont signalées seulement par une couleur différente des végétaux, ou soulignées par des bordures de champs, un chemin de campagne, une route ancienne. Les chroniqueurs romains rapportent qu'au moment de leur conquête, ils ont trouvé des lignes droites dans presque tous les pays en Europe, en Crète, dans la région de Babylone et en Afrique du Nord. Ces tracés existaient donc bien avant eux. Ils ont également constaté la présence de menhirs alignés dans la campagne toscane en Italie, une région occupée par les Étrusques. En 1929, Wilhelm Tode, un prêtre allemand, publie un livre intitulé Germanische Lichtume, Sanctuaire germanique, où il rapporte l'existence de lignes sacrées en Allemagne centrale. Ces lignes relient des sites antiques sur des centaines de kilomètres en ligne droite, et forment des figures géométriques. Toujours à cette époque, le géographe allemand Joseph Hinsch était intrigué par la cathédrale de Xanten, et par sa mosaïque au sol, qui représentait une carte orientée des églises de la région. En 1939, dans une conférence intitulée Principles of Prehistoric Geography, il explique que les centres sacrés étaient situés sur des figures géométriques en lien avec les constellations. Certaines lignes orientées à l'ouest reliaient des centres dédiés au culte de la Lune à d'autres orientées à l'est, reliaient des centres dédiés au Soleil. Les unités de mesure employées étaient des fractions simples des dimensions terrestres. En France aux alentours de 1910, Xavier Guichard, 1870-1947, étudie l'origine des noms de lieux, toponymes.
Il se concentre particulièrement sur le toponyme Aleusia qui revient de façon récurrente sur tout le territoire français, plus de 400 sites. Ces déductions sont rapportées dans son livre Ellery Aleusia, Enquête sur les origines de la civilisation européenne, 1936. Selon lui, on retrouve le nom Aleusia sous les formes indo-européennes Alès, Alès, Ali ou Al. Il signifie point de rencontre, lieu de halte lors des voyages. Il est étonnant de remarquer la consonance phonétique entre Alès et Lais. Mais Guichard n'avait probablement pas connaissance des travaux de Vodkin. Aleusia est apparenté au mot grec Éleusis. Éleusis était une ville de Grèce située à 20 km d'Athènes, célèbre pour son culte consacré à Déméter et à sa fille Perséphone. Dans la religion grecque antique, les mystères d'Éleusis célébraient ses déesses mères, et sont à l'origine des cultes liés aux Vierges noires, qui se sont répandus en Europe. Ces lieux sont presque systématiquement associés à une colline dominant une rivière, à un puits ou à la présence de sel. D'après Guichard, ces villages ont été établis dans les temps anciens selon des lignes astronomiques immuables, déterminées d'abord dans le ciel, puis transférées sur Terre à intervalles réguliers, chacun valant un 360e du globe. Ils sont placés le long de lignes nord-sud parallèles s'étendant dans toute l'Europe, équidistants d'1 degré d'arc. Cela implique que les constructeurs antiques de ces villages connaissaient les pôles et l'équateur, les mouvements des astres, le partage du cercle en 360 degrés, la longueur du degré terrestre, enfin les coordonnées géographiques, longitude et latitude. Les lieux sont également répartis sur 24 lignes géodésiques, qui rayonnent à partir d'un centre, à Lèze, près de Besançon. Ce centre serait le centre rituel et mythique de l'Europe pour le culte des Vierges noires. Astronomie et zodiaque. On entre là dans le domaine de l'archéoastronomie. L'archéoastronomie résulte de l'association de l'astronomie et de l'archéologie pour déterminer les connaissances et les représentations des anciens, à partir des inscriptions qu'ils ont laissées dans leurs monuments. Elle est née dès les années 1960, avec des chercheurs de terrain qui en ressentaient l'évidence. Mais elle était rejetée alors par les universitaires. Cette situation est en train de changer peu à peu, alors qu'arrivent à la fois de nouvelles générations plus ouvertes, et de la matière archéologique plus abondante pour la tester. Elle est maintenant reconnue par l'université avec prudence, et même étudiée. On constate que de nombreux sites archéologiques présentent à nous des axes orientés dans des directions précises. Ces directions sont généralement en rapport avec le Soleil ou la Lune. Par exemple avec l'heure levée au moment de l'équinoxe, ou du solstice ou à une autre date significative. Citons quelques exemples supplémentaires. L'ouverture de la grotte de Lascaux en Dordogne est orientée face au soleil couchant du solstice d'été. Au château Cathard de Montségur, le premier rayon de soleil à l'horizon du solstice d'hiver traverse le château dans sa longueur par une petite ouverture. Au solstice d'été, il traverse les 4 archères du donjon au nord-ouest avec une précision millimétrique. À Carnac, en Bretagne, France, l'orientation des alignements de menhir correspond au soleil levant du solstice d'été. Autrement dit, le rayon solaire balaie à cet instant tout l'alignement jusqu'au cromlech à l'extrémité sud-ouest. Voir secret du zodiaque. L'Allemagne est aussi dotée de centres préhistoriques, tels le cercle de Gozek et le cercle de Goloring. Le cercle de Goloring, situé en Rhénanie-Palatine proche de Coblence, a été étudié dès 1948 par le docteur Redé. Il est composé d'un fossé circulaire de 175 mètres de diamètre, 80 cm de profondeur environ et une largeur maximum de 6 mètres. Autour se trouve un talus circulaire de 190 mètres de diamètre, 7 mètres de large et 80 cm de haut. Ces proportions sont similaires à celles de Stonehenge. Dans des études récentes, le Dr Zach avance que le Goloring est une horloge solaire géante. Le cercle de Gozek situé en Saxe-Anhalt a été découvert en août 2003, par survol aérien et étudié par Wolfhard Schlosser. Ce ne sont pas ici des constructions en pierre, mais des talus en terre et des palissades de bois qui ont difficilement survécu au temps. De 75 mètres de diamètre, il comprend 3 cercles concentriques de terre, et des pieux de bois avec chacun 3 ouvertures, qui coïncidant avec les levers et couchers du soleil au solstice d'hiver et d'été. On peut le mettre en rapport avec le disque de Nebra trouvé à moins de 30 km de là, et avec le cercle de culture de Grasdorf, qui est apparu en 1991 près d'Île-des-Cémas 150 km plus au nord-ouest. En Angleterre et en Écosse, au début du XIXe siècle, Henle déjà nommé plus haut, repère une ligne d'importance astronomique issue de Stonehenge, longue de 35 km, qui trace la course du lever de soleil de milieu de l'été. En 1965, le professeur Gerald Lavkin suggère que les constructeurs de Stonehenge avaient des connaissances astronomiques poussées. En 1967, un professeur de technologie en retraite, Alexander Thom, publie un livre mégalithique Sitting Britain, qui a un retentissement important.
il relate ses mesures sur plus de 500 pierres, qu'il a étudiées sur le sol écossais et britannique. Il énonce que les monuments mégalithiques tels que Stonehenge, Avebury, Londres, mais aussi bien d'autres de taille plus modeste, dont les pierres semblent placées au hasard, suivent en réalité un plan précis au millième, basé sur des figures géométriques, cercles, ellipses ou autres. La géométrie des cercles de pierre dérive des positions extrêmes du Soleil, de la Lune et des étoiles au moment de leur levée à l'horizon. Le site du Callanay ou Callanish en Écosse se présente comme un vaste champ de pierres levées. Pour Alexander Thom, ces pierres forment un calendrier basé sur la position de la Lune. Il suggère que l'alignement des pierres, lorsqu'on regarde vers le sud, pointe vers la pleine lune du milieu de l'été derrière une montagne lointaine appelée Clysem. Même des églises, pourtant bâties à des époques plus récentes, ont des orientations reliées à l'astronomie. À une certaine date, des rituels avaient lieu pour célébrer le courant d'énergie, qui coule selon les lignes qui les traversent, afin de distribuer cette énergie aux alentours, et d'en faire bénéficier les récoltes. En Irlande, dans les années 1980, Martin Brennan, voir son livre de Star and the Stone, a dépensé une énergie incroyable pour faire admettre sa théorie sur le rapport entre l'orientation des couloirs des tumulus, dolmens recouverts de terre, et le calendrier, solstice, équinoxe et le jour à mi-temps entre les deux. Par la suite, beaucoup l'ont suivi dans ses déductions sur le lien astronomique. Un magnifique exemple est l'entrée sud de Newgrange, en ligne avec un menhir et un tumulus, et dont le couloir d'entrée est éclairé au premier rayon du solstice d'hiver. D'autres couloirs sont dans la queue d'une ligne de lait. En Amérique latine, le site de Teotihuacan est un site archéologique du Mexique, qui était un véritable ville, structuré par sa longue allée des morts rectiligne, qui la traverse sur 4 km environ selon un axe presque nord-sud, avec une déviation de 15 degrés 50 minutes vers l'est. Il s'y trouve de nombreuses pyramides à degrés, dont au nord la pyramide de la Lune, et au milieu la pyramide du Soleil. L'orientation correspond au lever du Soleil du 13 août. Dans son ouvrage Cycle of the Sun, Mystery of the Moon, de Calendar in Mesoamerican Civilization, 1987, le docteur Vincent Malmström fait remarquer que cette date représente le commencement du monde dans la mythologie maya. Plus au sud, en Bolivie, à proximité du lac Titicaca, se trouvent les ruines de la ville de Tiwanaku. Elle comporte elle aussi des pyramides à degrés, et d'autres monuments tels que la Porte du Soleil. Son orientation astronomique est précise. Toutefois, elle ne peut être comprise, selon Posnanski, que si elle se rapporte au ciel tel qu'il était en 1500 avant J.C. D'autres éléments sont en faveur de cette date, par exemple l'existence de quais à une distance du lac actuel qu'il couvrait à l'époque. Carte du ciel. Le rapport d'un site avec les constellations peut prendre d'autres aspects. Dans certains cas, le complexe mégalithique est bâti selon le plan d'une constellation. John Foster Forbes, 1889-1958, auteur avec Iris Campbell de Giant, Myth and Megalithe, est intrigué par des pierres situées sur le territoire britannique, qui sont gravées de cupules. Tandis que certains archéologues ne voient là que des récipients pour recueillir des liquides lors de rituels, voire même du sang, Forbes démontre que les cupules dessinent le plan de situation de l'ensemble du site, et que ce plan représente une constellation. Dans le paysage même, le nom des collines et des monts reflète souvent un aspect du soleil, de la lune ou d'une étoile. En Égypte, selon Robert Bauval, le mystère d'Orion, le Nil est par sa forme la reproduction terrestre de la Voie lactée. On retrouve cette correspondance d'espace géographique avec la Voie lactée dans la vallée de Tepoztlán au Mexique, la vallée d'Elqui au Chili, et dans le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Europe. Au Pérou, la rivière Vilcanota, ou Vilcameyo, Urubamba, dans la vallée sacrée de Cusco, était également considérée par les Incas comme la représentation de la Voie lactée. Les espaces rituels, Huaca, le long de la vallée sont les reflets des constellations situées de part et d'autre de la Voie lactée. Bauval a fait des relevés détaillés des pyramides de Gizeh à proximité. Il a montré que leur disposition était identique à celle des étoiles d'Orion. L'un des conduits dans la Grande Pyramide, qui est supposé être une aération, mais dont on ignore la fonction, pointe vers l'une des étoiles d'Orion. Toutefois, ce pointage n'est strictement réalisé que si on considère le ciel au moment de sa configuration en 10-500 avant J.C., comme à Tiwanaku. Bauval suppose que c'est l'époque de construction des pyramides, à l'encontre de l'avis des historiens, qui maintiennent leur conviction de 4000 ans d'âge environ pour ces pyramides. Nous verrons que d'autres observations plaident en faveur de la supposition de Bauval. En France, c'est la constellation de la Vierge qui domine. Ainsi les cathédrales Notre-Dame forment la constellation de la Vierge au-dessus de la France avec Paris pour Spica et Rouen pour l'Épi de Bleu. On retrouve cette constellation de la Maison du Pain dans toutes les cultures et bien évidemment sur le zodiaque égyptien.
il existe bien évidemment d'autres constructions avec la Vierge et les autres signes, mais il semblerait que la France représente la Vierge dans la construction mondiale du zodiaque. Zodiaque de Glastonbury. En 1929, Catherine Malthouse crée un choc avec son livre « A Guide to Glastonbury Temple of the Star » dans lequel elle rapporte les dessins de vastes figures, se révélant dans le paysage autour de Glastonbury en Angleterre. Ces figures sont soulignées par les courbes du paysage, les collines, les routes et les cours d'eau et ne sont visibles que sur une vue aérienne. Elles représentent les signes du zodiaque, et chacune de ces figures est située à l'emplacement approprié correspondant de la roue zodiacale. Elles forment un cercle de plus de 15 km de diamètre. Les noms des villages situés dans un signe zodiacal sont souvent en corrélation avec ce signe. Par exemple, au nord de Glastonbury, on trouve Harry Drive, route du Bélier, dans le signe du Bélier. Pour Malthouse, le zodiaque de Glastonbury peut également être mis en rapport avec la table ronde du roi Arthur, ses 12 chevaliers, Guenièvre et Merlin, car Glastonbury, situé dans le signe du Verseau, est l'île d'Avalon mythique. En fait, Malthouse n'est pas la première à rapporter cette observation, car cela avait été révélé par le docteur Day aux alentours de 1580. Il avançait que le paysage avait été modelé par une population préhistorique. Les anthropologues estiment sa construction à au moins 3000 avant JC, d'autres à 7000 avant JC. Glastonbury n'est pas le seul cas de roue zodiacale imprimée dans le paysage. Jean Richer, en Grèce, a mis en évidence celle de Delphes. Il postule aussi que Milan, Italie, et Tolède, Espagne, sont des centres zodiacaux. Gr. Doumerou, Géographie sidérale, a montré qu'il en existait une autour de Toulouse, France. Les noms de lieux, les blasons des villes ou des régions, sont symboliquement en rapport avec le secteur zodiacal dans lequel ils se trouvent. Selon lui, le nom Toulouse évoque de façon suggestive le grec tolo, qui désignait, dans les temps primitifs, la toux végétale coiffant et liant le sommet des hutrons d'embranchage. Par la suite, le sens s'en est étendu à la coupole hémisphérique en pierre sèche, et enfin plus particulièrement à la voûte des fours et étuves. Orion et les Opis. Le grand jet cosmique est vénéré et chanté, Ea, par les Indiens. Orion est la constellation la plus importante pour les Opis. Elle symbolise, par exemple, la cérémonie cruciale du solstice d'hiver. À chaque pueblo ou ruine d'un ancien village Hopi, correspondrait une étoile majeure de la constellation d'Orion, d'Orion Zone, en Star City of the American Southwest, une réflexion inédite sur la relation entre les villages Hopi et la constellation d'Orion de Gary à David. Selon lui, ces alignements avec la constellation d'Orion seraient l'héritage d'une sorte de super-civilisation perdue ou peut-être un message venant des étoiles. Pour les Hopi, l'homme, à chaque émergence recommence dans la pureté. Mais le monde nouveau se corrompt par le mal et il doit être détruit. L'homme alors émerge dans le monde suivant. Il s'agit d'une longue et lente route sur laquelle péniblement et sans répit l'homme s'avance. Celui qui observe la loi des lois, et se conforme à l'image pure et parfaite établie par le Créateur devient à sa mort un Kashina. Immédiatement il accède au monde suivant sans avoir à passer difficilement au travers des mondes intermédiaires, en quelque sorte des étapes sur le chemin de la vie. De là, après un voyage dans les vastes immensités de l'espace interstellaire, il vient périodiquement, avec tous les Kashinas des autres formes de vie, pour aider l'homme dans la poursuite de son voyage évolutionnaire. Carte du ciel. Toute la Terre est couverte de cercles et de lignes. Une construction à partir des pyramides. Le ciel est reproduit sur la Terre. Dans cette construction, le nombre 33 est important, car il est un puissant symbole solaire et du zodiaque. Le dernier cercle, le quatrième soleil, est à 3300 km des pyramides construites sur le 33e parallèle. Tout est caché depuis la nuit des temps, on se demande si les Égyptiens comprenaient vraiment les mystères du zodiaque de Dendra qui semble bien plus vieux. Depuis, la Terre est couverte de cercles et de lignes, toutes les constructions affichent un occultisme basé sur le zodiaque, les nations sont construites aussi avec les étoiles, les blasons des villes, les fleuves, les monuments, etc. À chaque époque astrologique, environ 2160 années, un nouveau culte est inventé. Les lignes NAZCA représentent aussi le ciel.